Très bien, on commence. Bon, ce deuxième cours, on va voir la délivrance normale et pathologique. Là aussi, c'est généralement deux cours, mais j'ai un peu résumé les choses, surtout pour la délivrance pathologique. Il faut bien comprendre la physiologie, bien sûr, de la délivrance. Bien sûr, la délivrance, c'est quoi? Bien sûr, c'est l'expulsion du placenta et des annexes, les membranes, bien sûr, le cordon ombilical, hors, bien sûr, des voies génitales euh, de la femme qui a accouché. D'accord? C'est le troisième temps du travail. C'est un moment très, très important du travail parce que à ce moment-là, c'est là où on peut avoir des problèmes, surtout des hémorragies. Et il faut toujours surveiller votre parturiente qui a accouché et surveiller surtout la quantité de sang qui est, bien sûr, qui est perdue pendant ce moment-là. Bien sûr, on craint toujours l'hémorragie de la délivrance, qui est la cause de la mort maternelle, surtout, c'est la première cause de mort maternelle, surtout dans les pays, bien sûr, sous-développés comme le nôtre. Bien sûr, chez nous, si on prend les grandes structures, ou bien les grands CHU, là, le taux, bien sûr, est là tendance à avoisiner le taux européen, d'accord? Mais malheureusement, l'Algérie, elle est faite bien sûr, il existe une Algérie en dehors du Nord. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes, surtout dans les wilayas de l'intérieur et les wilayas du sud, où on perd beaucoup de patientes à cause de l'hémorragie, de la délivrance. D'accord? Dans les pays développés, bien sûr, la première cause de mortalité, ça reste la pré-éclampsie. D'accord? Ou bien tout ce qui est, euh, tout ce qui est bien sûr, complications des pré-éclampsies. Pour la délivrance, on a beaucoup de types de délivrance. D'accord? On a beaucoup de types, mais il faut juste les comprendre. On a la plus utilisée et celle qui est conseillée par l'OMS, c'est la délivrance dirigée. On va voir c'est quoi toutes ces délivrances. On a la délivrance normale, on appelle normale, car elle se fait sous l'influence de la rétraction et des contractions utérines spontanées. Ça veut dire il n'y a ni intervention des efforts maternels, d'accord? La mère, elle ne pousse pas, ni rien du tout. C'est juste l'utérus qui va se contracter et se rétracter et il va nous expulser le placenta. Bien sûr, il n'y a ni intervention de la mère, ni intervention de l'accoucheur. La délivrance spontanée se fait sous le simple effet de la gravité. D'accord? Les contractions musculaires réflexes du périnée, mais là, on ajoute les efforts maternels. La délivrance naturelle, bien sûr, en cas où il y a une aide d'une tierce personne. D'accord? Bien sûr, on va voir comment cette tierce personne va faire pour faire sortir ce placenta. Mais la délivrance qui nous intéresse le plus, parce que c'est elle qui est indiquée, c'est elle qui nous diminue les hémorragies, c'est la délivrance dirigée. La délivrance dirigée, là, on utilise les utérotoniques. C'est l'ocytocine, bien sûr. On va voir les protocoles, comment on les utilise. La délivrance artificielle, ça c'est quand il y a absence, bien sûr, de délivrance naturelle. Là, la tierce personne, elle va, bien sûr,
aller extraire ce placenta grâce à sa main. D'accord? Là, bien sûr, juste pour vous expliquer une autre fois le placenta, d'accord? Bien sûr, le clivage se fait entre la couche spongieuse et compacte de la décidue. D'accord? C'est là où il va y avoir une session et on va avoir une coupure de ce placenta. Bien sûr, quand cette coupure se fait, là, les artérioles arquées, bien sûr, elles vont s'ouvrir. Tous ces vaisseaux-là, ils vont bien sûr s'ouvrir. D'accord? Ici, on aura une ouverture, alors on aura du sang maternel qui va se déverser entre le placenta et la décidue. Et bien sûr, ce sang-là, ça va nous donner, bien sûr, un hématome, un gros hématome rétroplacentaire physiologique qui va nous permettre de continuer le clivage de tout le placenta jusqu'à ce qu'il soit libéré en totalité. Sur le plan physiologique, la délivrance est représentée par un ensemble de phénomènes qui vont assurer la vacuité utérine. C'est très très important d'avoir l'utérus vide. S'il n'est pas vidé, il va mal se rétracter et on a tendance à avoir des hémorragies. Bien sûr, on a généralement trois phases. On a la phase de décollement placentaire, la phase d'expulsion de ce placenta et la phase la plus importante, c'est la phase d'hémostase. Il faut bien fermer ces vaisseaux-là qui ont été, bien sûr, mis à nu. La phase du décollement du placenta se déroule en deux phases, temps préparatoire ou bien le temps passif. L'accouchement du fœtus est suivi d'une période de repos qui dure 10 à 15 minutes. Dès que le fœtus sort, la femme, après avoir bien sûr fourni beaucoup d'efforts, là, elle va se reposer et on a absence de contraction utérine. Mais on a ce qu'on appelle une rétraction utérine. Imaginez le placenta, après juste qu'il soit vidé, il y a juste le placenta qui reste. Alors, là où le placenta n'est pas inséré, d'accord, là c'est l'insertion du placenta vers le fond utérin, d'accord, vous voyez là, c'est le muscle utérin. Là où, euh, euh, où le placenta ne s'est pas inséré, d'accord, il va se rétracter et prendre, bien sûr, de l'épaisseur. Contrairement, là où il y a le placenta, on n'aura pas une épaisseur. C'est comme un élastique. Dès que vous relâchez, d'accord, il va bien sûr se rétracter et prendre du volume. Là, c'est l'épaisseur. Bien sûr, l'utérus va être épais partout, sauf au niveau de l'insertion du placenta. D'accord? Bien sûr, ce phénomène il est passif parce qu'il n'y a pas de contraction utérine. D'accord? C'est juste cette rétraction. Et elle est importante parce que cette rétraction va nous permettre le début, bien sûr, d'enchattonnement du placenta. D'accord? Il va le tasser. Et bien sûr, le placenta qui est tassé et plissé va avoir tendance à tirer sur les villosités qui le crampent et l'amarrent à la caduque, d'accord? Alors, il va avoir tendance à se détacher bien sûr, de l'endomètre. C'est ce phénomène-là, d'accord? Quand on a une rétraction, là, le placenta, il est bien sûr plissé de telle sorte à, bien sûr, attirer sur ces villosités. Le deuxième temps qui est un temps actif, là, pourquoi il est actif? Il y a les contractions qui vont, bien sûr, revenir après ce temps-là passif. Bien sûr, là, on aura un décollement proprement dit du placenta. Bien sûr, la contraction utérine, c'est la principale
responsables de ce décollement. Elles sont non perçues au début, mais deviennent de plus en plus intenses. Elles augmentent l'effet de la rétraction utérine et permettent le clivage franc de la caduque. Dès que le placenta il est enchantonné comme ça, il a déjà commencé à se défaire des attaches, la survenue des contractions utérines, elles vont compléter ce travail-là et elles vont bien sûr le détacher. Bien sûr, elles augmentent l'effet de la rétraction utérine et permettent le clivage franc de la caduque entre la couche spongieuse et la couche compacte. Ce clivage va nous ouvrir les vaisseaux utéroplacentaires, comme je vous l'ai montré, qui vont, bien sûr, ce sont là-bas, va bien sûr s'accumuler entre le placenta et l'utérus et ça va nous donner un hématome rétroplacentaire physiologique. Là, il est physiologique parce que le fœtus, il est déjà accouché, mais parfois, on a un hématome rétroplacentaire pathologique, d'accord? On verra le cours de l'hématome rétroplacentaire. Là, le fœtus n'est pas expulsé, d'accord? Pendant, généralement avant le travail, et on a tendance à avoir ce décollement du placenta et d'avoir cet hématome-là rétroplacentaire et ça va bien sûr nous entraîner une hypoxie, ça dépend du degré, jusqu'à la mort fœtale. Bien sûr, l'extension de cet hématome-là va nous permettre la poursuite du décollement du placenta. Une fois le décollement est terminé, la rétraction gagne la zone d'insertion placentaire, ce qui donne la même épaisseur au niveau de l'utérus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire là où le muscle était fin, parce qu'il y avait le placenta qui gênait sa rétraction, dès que le placenta il est détaché, là, ça va avoir la même épaisseur que le reste de l'utérus. Bien sûr, ce renforcement des contractions utérines est précédé par une augmentation plasmatique d'ocytocine dans la sécrétion stimulée par la distension vaginale. Mais il faut savoir que malgré qu'il y a cette sécrétion d'ocytocine, mais elle n'est pas suffisante et parfois elle est absente chez certaines patientes. Alors, d'où la nécessité de l'injecter nous-mêmes pour permettre, bien sûr, d'avoir ces contractions et cette rétraction utérine qui est très, très importante dans le phénomène d'hémostase. La phase d'expulsion, après que le placenta soit bien sûr détaché, sous l'influence toujours des contractions utérines et du poids de ce placenta, d'accord, ce placenta va tomber d'abord dans le segment inférieur qui va se déplisser, entraînant une surélévation du corps utérin. Les membranes entraînées à leur tour par la chute du placenta se décollent en se retournant en doigt de gant. Comme ceci. Vous avez le placenta qui va, bien sûr, tomber dans le segment inférieur et les membranes, d'accord, ces membranes-là qui sont toujours attachées, vont venir avec le placenta. Ils vont se décoller de tous les côtés pour tomber dans le segment inférieur. Et on a, bien sûr, deux modes d'expulsion du placenta. On a le mode Bodlock. Là, le placenta est propulsé en direction du segment inférieur par sa face fœtale, comme ici. Ça, c'est le mode Bodlock. C'est quand vous avez un placenta qui est normalement inséré. D'accord? Il va juste tomber et on aura la face qui sort la première, c'est la face fœtale. C'est cette face-là. D'accord? La face fœtale. Et bien sûr, là où il y a les cotylédons, la face maternelle, elle va être, bien sûr, la dernière à sortir. Ça, c'est le mode Bodlock. Le mode Duncan, là, c'est quand vous avez un placenta généralement bas inséré.
le placenta par son poids, il ne va pas tomber directement, mais il va glisser. Alors, on aura tendance à avoir la face maternelle, d'accord, là, il va glisser pour tomber. On aura la face maternelle qui va être la première. Et quand ce mode-là, quand l'expulsion se fait selon ce mode-là, on a tendance à avoir des déchirures au niveau des membranes. Alors, on n'aura pas ces membranes-là qui vont être expulsées. D'accord? Alors, généralement, il faut aller les ramener avec une main. Sinon, on aura tendance à avoir une absence totale une absence, bien sûr, de rétraction utérine. Alors, ce mode-là, ça nous, bien sûr, quand on a ce mode-là, il faut faire très, très attention pour les hémorragies, surtout s'il y a des membranes qui vont être bloquées à ce niveau-là. La dernière phase, et la phase la plus importante, c'est la phase d'hémostase. Bien sûr, on a au début, grâce à la rétraction utérine, on aura une hémostase temporaire. Bien sûr, au fur et à mesure du clivage placentaire, la rétraction utérine va s'étendre à la zone où le placenta a été inséré et puis la contraction des fibres musculaires vont nous écraser les petits vaisseaux utéroplacentaires. C'est ce qu'on appelle la ligature vivante de Pina. C'est grâce à cette rétraction-là, les vaisseaux ils vont être bien sûr enchâssés dans ce maillage-là des fibres musculaires et ça va les, bien sûr, oblitérer. Bien sûr, cette rétraction n'est possible qu'en cas de vacuité totale de l'utérus. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui reste au niveau de l'utérus, sinon la rétraction va se faire très mal et cette ligature-là va bien sûr se faire d'une manière incomplète. Bien sûr, le fait que l'hémostase soit un phénomène actif lié aux contractions utérines, là, on voit l'intérêt des utérotoniques parce que les utérotoniques vont nous permettre une bonne rétraction et ils vont nous déclencher les contractions utérines pour permettre, bien sûr, d'éviter les hémorragies. C'est pour ça que l'OMS indique la délivrance dirigée. D'accord? Bien sûr, toujours après ce phénomène-là, on doit bien sûr oblitérer définitivement ces vaisseaux-là grâce, bien sûr, à la coagulation physiologique. Bien sûr, il faut savoir que pendant la grossesse, il y a des modifications de l'hémostase, d'accord? On a surtout l'augmentation des facteurs de coagulation et une tendance à avoir une diminution des facteurs qui inhibent la coagulation, par exemple comme l'antithrombine 3. Bien sûr, pendant la grossesse, l'organisme maternel va avoir une tendance à l'hypercoagulabilité. C'est pour ça qu'on ne donne pas une pilule, d'accord? Après un accouchement direct, on ne donne pas les œstroprogestatifs pour la femme post-accouchée, d'accord? Parce que ça va nous aggraver, avec l'hypercoagulabilité, ça va nous aggraver le risque thromboembolique. Bien sûr, on a aussi la richesse du placenta en thromboplastine procoagulante libérée lors du décollement. La formation du clou plaquettaire va nous permettre d'avoir, bien sûr, une oblitération définitive de ces petits vaisseaux-là. Généralement, la physiologie de la délivrance, elle est facile à comprendre et bien sûr, elle est très très simple. Pour l'étude clinique, on va voir cliniquement comment ça va correspondre selon les étapes de la physiologie de la délivrance. Bien sûr, pendant la phase de rémission clinique,
Cette phase-là, elle dure généralement 15 minutes. Bien sûr, après l'expulsion du fœtus, après un effort énorme fourni par la mère, là, on aura tendance à avoir une femme qui va bien se sentir, elle va se calmer, d'accord? Le pouls et la tension artérielle vont redevenir à des taux normaux, d'accord? Bien sûr, elle a tendance à avoir pendant l'effort une tachycardie, une élévation de la tension artérielle, mais pendant cette phase-là, après l'expulsion, on a tendance à avoir un pouls normal et une tension artérielle normale. Bien sûr, à l'inspection, on va voir un utérus qui est globuleux, arrondi, rétracté, visible à travers la paroi sous forme d'une masse de 20 cm, parce qu'il y a toujours le placenta, d'accord? Et généralement, ça atteint l'ombilique. Bien sûr, si on veut faire une palpation, il faut toujours la faire. Il faut vérifier, d'accord, comment il est l'utérus. À ce moment-là, on a un utérus ferme, régulier, qui mesure environ 12 cm. Bien sûr, au niveau de la vulve s'échappe, on aura le cordon. Bien sûr, quand le fœtus sort, on clampe le cordon, d'accord? Et là, le cordon, il va être au niveau de la vulve. On aura du liquide amniotique, s'il reste du liquide amniotique qui s'échappe, mais vu que pendant cette phase-là, le placenta n'est pas encore détaché, alors normalement, on n'aura pas de sang, d'accord? On n'aura pas un écoulement de sang pendant ce moment-là. La phase de migration du placenta, après la période de rémission, bien sûr, la patiente, elle va ressentir, d'accord, les contractions utérines. Mais généralement, elles sont indolores au début, d'accord? Et là, on aura une petite quantité du sang qui va s'écouler de la vulve. Bien sûr, il y a quelques critères de décollement. Comment être sûr qu'on a eu un décollement ou bien au contraire le placenta n'est pas encore décollé pendant cette phase-là. On a quelques astuces. Par exemple, c'est la position du fond utérin. D'accord? Le fond utérin remonte généralement 3 à 4 cm au-dessus de l'ombilique. Il est latéro-dévié le plus souvent à droite. Ce phénomène d'ascension correspond au début du déplissement du segment inférieur par le passage du placenta chassé de l'utérus. Ça veut dire, au début, vous avez eu une hauteur de 12 cm, euh, pardon, environ de 20 cm, d'accord? Et à un moment donné, vous allez constater que le fond utérin, d'accord, commence à être plus que ce que vous avez trouvé à la première phase. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le placenta, quand il est tombé, d'accord, au niveau du segment inférieur, le segment inférieur, il s'est déplissé pour le chasser vers l'extérieur, et là, vous allez avoir tendance à avoir l'utérus qui monte haut. Ça veut dire que vous allez avoir une hauteur plus que dans la première phase. Ça, c'est un signe qui vous indique que le placenta, il s'est décollé et il est tombé dans le segment inférieur. On a aussi l'hémorragie physiologique. Le décollement du placenta s'accompagne d'une hémorragie physiologique de faible abondance qui peut s'extérioriser avant le placenta. Si on a du sang qui coule, là, on se dit qu'il y a certainement un décollement du placenta. Le glissement du cordon de la vulve est facile à reconnaître si on a pris soin, bien sûr, toujours on clope avec une pince. On a un allongement du cordon qui pend hors de la vulve. Bien sûr, vous avez le placenta quand il se décolle, le cordon va s'allonger. C'est bien sûr, c'est logique. Ou bien on fait la manœuvre de la mobilisation de l'utérus vers le haut. D'accord? Si le placenta il est décollé, si vous poussez l'utérus vers le haut, le cordon, là, le cordon ne va pas suivre. Mais
il est toujours collé, quand vous allez mobiliser l'utérus vers le haut, vous allez avoir tendance que le cordon va suivre ce mouvement-là. Alors, vous vous dites qu'il n'est pas décollé. Au toucher vaginal, c'est où on fait le toucher vaginal. Là, vous allez rechercher le placenta s'il est au niveau ou pas du segment inférieur. Et bien sûr, l'écoulement du son veineux ombilical. Là, on va déclamper le cordon. S'il y a toujours du sang qui vient, ça veut dire le placenta, euh, il n'est pas encore tombé ou bien décollé. Si le sang ne vient plus, d'accord, là, certainement, il est décollé. D'accord? Ça, c'est bien sûr quelques signes cliniques parce qu'il n'y a pas réellement d'autres méthodes pour savoir s'il y a eu décollement ou pas. On utilise ces petites méthodes-là pour voir est-ce qu'il est décollé ou pas. La phase d'expulsion, elle se fait bien sûr de manière soit spontanée ou naturelle. D'accord? La délivrance spontanée, bien sûr, après le décollement du placenta et en absence d'hémorragie, on peut attendre l'expulsion spontanée par progression. Mais généralement, on aide le placenta à sortir, d'accord, par une délivrance naturelle qui fait intervenir de façon active l'accouchement. Bien sûr, le périnée se distend, la vulve s'entrouvre, le placenta apparaît en premier, entraînant à sa suite les membranes retournées en doigt de gond. La quantité de sang perdu pendant la délivrance, elle est entre 300 et 500 au maximum. Si on dépasse les 500 cc, ça veut dire qu'on rentre dans l'hémorragie de la délivrance. Bien sûr, après la délivrance, il persiste un très léger suintement de sang. L'utérus vide forme un globe. Là, quand vous avez, bien sûr, le placenta qui est sorti, normalement, vous devriez avoir un utérus, bien sûr, très rétracté et quand vous allez le palper, c'est dur et il fait vraiment une forme d'un globe. C'est ce qu'on appelle le globe de sécurité de Pinard. Si, au contraire, vous avez un utérus qui est relâché, là, il faut intervenir avec des utérotoniques pour, bien sûr, éviter une hémorragie. La conduite à tenir, d'accord, pendant la délivrance, c'est surtout respecter les mécanismes physiologiques de la délivrance. Il ne faut jamais forcer une délivrance, d'accord, que ce soit en tirant sur le cordon ombilical ou autre manœuvre, parce que ça peut vous causer pas mal de dégâts. Il faut surveiller votre patiente, bien sûr, dans la salle normalement. La patiente, elle reste dans la salle, sur la table où elle a accouché, d'accord, pendant 2 heures. Et bien sûr, il faut surveiller l'état général, l'état de conscience, son pouls, sa tension artérielle, est-ce qu'elle est consciente ou non, d'accord? Et bien sûr, surveiller le sang qui coule à travers le vagin. Et bien sûr, l'idéal, c'est de le quantifier, d'accord? On ne doit pas, bien sûr, dépasser les 500. Bien sûr, il faut intervenir que lorsque le placenta est décollé et se trouve dans le vagin. Bien sûr, l'extraction du placenta et des membranes, on a 2 manœuvres qui sont décrites. C'est là où la tierce personne, bien sûr, elle va intervenir. Soit c'est la traction contrôlée sur le cordon, une main est placée au-dessus de la symphyse pubienne, déprime la paroi abdominale et accroche l'utérus et le déplace en haut et en arrière. D'accord? C'est comme ceci. Là, bien sûr, il faut faire très très doucement. Et dès que le placenta il est décollé, on peut s'aider comme ça, d'accord, aider le placenta à sortir
facilement. Et dès que le placenta il est sorti, il reste les membranes. On va faire ce mouvement-là, c'est de déplisser le segment inférieur pour, bien sûr, permettre aux membranes de se détacher et ne pas se déchirer. D'accord? Il faut faire très doucement ce mouvement-là pour, bien sûr, ramener tous les membranes. On a une méthode aussi, quand c'est sorti comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On va faire vriller les membranes. C'est quoi? C'est on prend le placenta et on le tourne autour de lui pour, bien sûr, vriller les membranes et pour les ramener en totalité et ne pas les déchirer. Ça, c'est les différents, c'est comme ça qu'on peut, bien sûr, intervenir pour extraire ce placenta. La délivrance dirigée, bien sûr, c'est notre conduite à tenir quand vous faites votre délivrance. La délivrance qui est, bien sûr, conseillée et qu'il faut faire réellement, c'est la délivrance dirigée. Bien sûr, la délivrance dirigée, c'est juste qu'on injecte le syntocinon. D'accord? Le syntocinon, ou bien c'est le médicament, c'est l'analogue de l'hormone l'ocytocine. Bien sûr, le principe, c'est le renforcement de la contraction utérine par des utérotoniques dès l'accouchement. Cette pratique, elle est logique, d'autant plus qu'on sait que les contractions utérines, d'accord, elles ont une très très grande importance, que ce soit pour expulser le placenta ou bien pour rétracter l'utérus et pour surtout faire l'hémostase. D'accord? Le mode d'injection, chaque structure, comment, ou bien chaque pays, comment il fait ses injections. Mais généralement, on fait une perfusion en IV de syntocine. C'est des ampoules de 5 unités, d'accord? On utilise généralement 2 ampoules en perfusion, d'accord? Pour permettre cette rétraction et ces contractions utérines. Bien sûr, il y a d'autres protocoles, c'est l'injection en IM d'une ampoule, ou bien l'injection de 10 à 20 unités, ce qui veut dire 2 à 4 ampoules de symptômes dans la veine ombilicale. Avant, bien sûr, que le placenta ne se détache, on injecte dans la veine ombilicale, d'accord, pour, bien sûr, permettre les mêmes effets que les autres. On peut aussi, il faut savoir que le métergin, d'accord, dans les protocoles anciens, on ajoutait le métergin, mais il faut savoir, actuellement, d'accord, on ne l'utilise plus pour, bien sûr, prévenir l'hémorragie de la délivrance. Mais malheureusement, chez nous, comme on n'a pas de prostaglandines, on continue encore à l'utiliser. D'accord? Mais il faut savoir que ailleurs, surtout dans les pays développés où l'utilisation des prostaglandines elle est très bien systématisée, là, ils ont abandonné le méthage. Bien sûr, chez nous, c'est interdit les prostaglandines à cause, bien sûr, des avortements clandestins. Bien sûr, le résultat, il y a beaucoup d'études qui ont montré l'efficacité de ce protocole-là. On a d'autres mesures, mais ça n'a pas vraiment montré leur intérêt. On a ceux qui vous disent le drainage du sang du cordon. Dès que vous clampez, vous déclampez pour drainer le sang du cordon. La mise au sein du bébé, juste après sa naissance, mais qui est très difficile de donner le sein tout juste après que le fœtus, après que le bébé sort. Là, bien sûr, on stimule l'ocytocine par la stimulation du maman. Mais là, ça a un effet. Après, bien sûr, quand la femme elle est placée dans sa chambre, de donner pour prévenir dans les 24 heures cette hémorragie. La révision utérine systématique, c'est
c'est des gens, bien sûr, dès que le nouveau-né est accouché, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller décoller le placenta avec une main. Mais c'est pas conseillé parce que ça a beaucoup d'effets secondaires, des ruptures utérines, des infections utérines. Alors, il ne faut pas faire une révision utérine systématiquement. Bien sûr, après la délivrance, ce qu'il faut faire euh, le plus important, c'est d'examiner le délivre. Parce que c'est à l'examen du délivre qu'on voit est-ce que le placenta il est complet, est-ce qu'il n'y a pas un cotylédon qui manque, est-ce que les membranes elles sont complètes, d'accord? Et bien sûr, est-ce qu'il n'y a pas un autre problème au niveau du placenta. Bien sûr, on pèse le placenta, il doit faire un sixième du poids fœtal. La phase fœtale, on note le mode d'insertion du cordon. Est-ce que le cordon il est au milieu, un peu excentré, ou bien il est sur le bord placentaire. D'accord? Ça peut nous expliquer pas mal d'anomalies. La phase maternelle, on doit bien sûr vérifier tous les cotylédons et il ne faut pas que un cotylédon manque. S'il y a un cotylédon qui manque, ça veut dire qu'il est resté au niveau de l'utérus et il faut aller le chercher par une révision utérine. Au niveau des membranes, il faut bien sûr introduire la main comme ça au niveau des membranes pour les déplisser. Les membranes pour les déplisser et on recherche une zone dépolie ou bien une arborisation vasculaire qui nous signe que qui nous signe qu'il y a un cotylédon aberrant. Qu'est-ce que c'est qu'un cotylédon aberrant? Ça, c'est les membranes, bien sûr, d'accord? On les prend et on vérifie. Ça, c'est la face fœtale. On va voir l'insertion du cordon. Est-ce qu'elle est centrale ou bien excentrée? Là, on va voir les cotylédons. S'il y a un cotylédon qui manque, là, bien sûr, on suspecte qu'il est dans l'utérus. Là, c'est normalement les membranes, il n'y a pas de vascularisation. D'accord? On ne doit pas avoir des vaisseaux sur les membranes. Mais quand vous avez un cotylédon aberrant, ou bien c'est un cotylédon accessoire, d'accord? C'est quoi un cotylédon aberrant? C'est un cotylédon, le placenta, il a tous ses cotylédons, mais il y a eu un cotylédon, d'accord, qui était accessoire et qui est resté tout seul. Alors, bien sûr, ce cotylédon, il est inséré sur l'utérus, mais là, quand vous allez examiner les membranes et vous allez retrouver des vaisseaux comme ça, d'accord? Imaginez ça, c'est coupé. Là, on a les vaisseaux, ça veut dire, ça vous signe qu'il y a probabilité qu'il y a eu un cotylédon qui est resté au niveau de l'utérus. C'est ce qu'on appelle le cotylédon aberrant. Alors, il faut aller le rechercher, ne pas attendre une hémorragie pour faire votre révision utérine. Bien sûr, ça, c'est schématique. Une image réelle, vous avez cette face fœtale, d'accord? La face fœtale. Là, on a le cordon ombilical. Là, c'est le placenta. Là, c'est des vaisseaux qui sont avec, bien sûr, le cotylédon aberrant. Ça, c'est lors d'une césarienne qu'on a découvert. D'où l'importance, bien sûr, d'examiner le délire. C'est très, très important. Là, c'est la face maternelle, c'est le même placenta. Hein. Vous avez le placenta, les membranes, et là, on a le cotylédon aberrant. Bien sûr, toujours, il faut aller chercher quand, par exemple, vous avez votre examen. Là, c'est resté dans l'utérus. Imaginez que cette partie-là, elle est restée dans l'utérus. Vous allez avoir cette vascularisation au niveau des membranes qui est anormal. Parce que les membranes, normalement, il n'y a pas de vascularisation, comme ici. D'accord?
Bien sûr, il faut toujours aussi mesurer les membranes. Et quand vous avez le petit côté qui est inférieur à 10 centimètres, ça veut dire que le placenta, il est bas inséré. Parce que vous avez vous allez, vous avez, vous allez avoir le segment inférieur. Le segment inférieur, il fait 10 centimètres. D'accord? Vous imaginez le bas de l'utérus par rapport au col. Quand les membranes se déchirent pour que le fœtus sorte, elles se déchirent au niveau du col utérin. Ça veut dire que si un des bords du placenta, il fait moins de 10 centimètres, c'est bien sûr euh, c'est c'est la hauteur du segment inférieur, ça veut dire que le placenta, il était bas inséré. Plus bas inséré, ça veut dire qu'il est inséré, qui est plus proche du col utérin. D'accord? Ça nous, bien sûr, ça nous révèle que le placenta, il était bas inséré. La surveillance de l'accouché, bien sûr, il faut toujours la surveiller 2 heures sur la table et jusqu'à 24 heures dans sa chambre de repos. Bien sûr, bien du postpartum. Cette surveillance, il faut bien vérifier la bonne rétraction utérine, le globe de sécurité de Pénard, administrer l'ocytocine après la délivrance pour soutenir et renforcer la rétraction utérine. La partie doit être surveillée encore 2 heures et le saignement doit rester minime, le pouls et la tension artérielle. Après l'accouchement, toujours mettre on met des garnitures, d'accord? C'est des serviettes de volume important que la post-accouchée met pour, bien sûr, surveiller, non seulement pour qu'elle ne se salit pas, mais pour surveiller la quantité de sang. Quand vous avez une serviette qui est souillée comme ça veut dire que vous êtes dans les environs de 30 cc. Si vous avez vraiment une compresse qui est imbibée, ça c'est 60. Quand vous avez la serviette qui est presque totalement imbibée, ça veut dire c'est 100 cc. Quand vous avez bien sûr une quantité importante soit généralement sur je ne sais pas, soit un truc absorbant, mais généralement ça, on n'a pas. D'accord? Là, quand c'est vraiment plein, c'est 200 CE. Si vous avez un haricot, là, généralement, ça commence à être une hémorragie de la délivrance. D'accord? 500 cc pour un haricot qui est presque rempli. Et bien sûr, la majorité des femmes qui ne sont pas surveillées, d'accord? Là, vous allez la retrouver dans son lit qui elle baigne dans son sang. Là, bien sûr, vous êtes à 1 litre, c'est énorme. Vous pouvez avoir un état de choc et un état de choc hémorragique. Et bien sûr, déjà ici, vous pouvez avoir la mort maternelle. Et quand vous allez retrouver le sang par terre, là, vous êtes sûr que vous avez perdu votre patiente. Alors, avant d'arriver à ces extrêmes-là, il faut surveiller le saignement, d'accord? Et dès que ça commence à être important, il faut s'inquiéter, il faut aller, bien sûr, voir où est le problème. Ça, c'est pour la délivrance physiologique. Pour la délivrance pathologique, généralement, on a 3 entités de pathologie. Bien sûr, les hémorragies de la délivrance, on va le faire comme cours ce soir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a surtout la rétention placentaire, soit une rétention complète ou partielle, d'accord? Et on a l'inversion utérine. Bien sûr, les facteurs étiologiques, c'est toute anomalie, d'accord? Sur toute anomalie de la physiologie
de la délivrance. Ça dépend où on a fauté. Bien sûr, la rétention placentaire, elle peut être complète ou partielle. Complète, ça veut dire c'est tout le placenta qui ne s'est pas décollé. Partielle, ça veut dire il y a une partie du placenta qui est restée dans l'utérus ou bien il y a les membranes une partie des membranes qui ne s'est pas décollée. Bien sûr, pour la partielle, la rétention partielle, le diagnostic, il est fait lors de l'examen du délivre. Vous allez examiner votre placenta, vous allez voir est-ce que le placenta il est complet, est-ce que tous les cotylédons ils y sont, est-ce que les membranes, il n'y a pas un manque qui est resté, d'accord? Ça veut dire que c'est lors de votre examen du délivre que vous allez bien sûr faire ce diagnostic. Dans la rétention complète, là, on a une absence de délivrance. Et bien sûr, par convention, dès que, à partir de 30 minutes après l'accouchement, on n'a pas de délivrance, là, il faut s'inquiéter et il faut se dire peut-être c'est une rétention complète et il faut intervenir. Bien sûr, les facteurs de risque, il y a beaucoup de facteurs, ou bien des facteurs qui nous risquent, ou on risque, d'avoir ces rétentions-là, surtout quand on a une altération de la muqueuse utérine, surtout pour des antécédents d'endométrite, ou bien si on a eu une chorioamniotite pendant, bien sûr, l'accouchement. On a, bien sûr, les cicatrices au niveau de l'utérus, surtout les césariennes, d'accord, ou bien des antécédents de myomectomie. C'est quand on enlève les fibromes, ou bien un antécédent de révision utérine, ou bien un curetage. D'accord? Un curetage, c'est comme quand on a des avortements, on va le voir, la technique, c'est bien sûr, c'est des petites cuillères qu'on fait rentrer pour racler ce qui reste de l'avortement. Les anomalies placentaires, généralement, quand vous avez un excès de volume du placenta pendant les grossesses multiples ou bien des grossesses chez une diabétique, on a tendance à avoir des placentas, des grands placentas. Là, c'est un facteur de risque de rétention. Bien sûr, quand on a des cotylédons accessoires ou bien aberrants, d'accord? Là, si on examine mal notre délivre, on a ces cotylédons-là qui restent bien sûr bloqués. On a les problèmes d'insertion placentaire. Soit le placenta il est bas inséré, surtout sur le segment inférieur. Je vous ai dit que le segment inférieur, il y a absence de la couche plexiforme, d'accord, des fibres musculaires. Et là, on a tendance à ne pas avoir de bonne ligature de pinard. Et bien sûr, on a ce qu'on appelle le placenta accreta, increta, percreta. Ces placentas-là, c'est quand le placenta, c'est des anomalies d'invasion, on aura une invasion de la musculature. Alors, dès que ça rentre dans le muscle, là, c'est très, très difficile qu'il se décroche. Là, on n'a plus la décidue avec avec la couche compacte, sa couche compacte pour avoir, bien sûr, une scission à ce niveau-là. Là, ça rentre dans le muscle et ça donne un placenta accreta. Et c'est très difficile à l'arracher. Et quand c'est un increta, quand ça atteint la muqueuse, ou bien quand ça atteint la séreuse, et parfois ça dépasse la séreuse, parfois même ça atteint la vessie, là, généralement, on ne peut pas le décoller. Et dans la majorité des cas, on fait soit on le laisse, si ça ne saigne pas, on le laisse en place pour qu'il se résorbe tout seul, ou bien on fait une hystérectomie, on enlève tout l'utérus pour prendre cette partie-là.
Bien sûr, les anomalies de la contraction utérine, c'est une cause importante des problèmes de délivrance. Quand on a l'inertie utérine, c'est l'épuisement musculaire, la surdistension utérine, les utérus mal formés ou bien porteurs d'un fibron. D'accord? Là, on a tendance, bien sûr, à avoir des anomalies de la contraction utérine. Et bien sûr, il y a des médicaments comme la ventoline, d'accord? Ça donne, et les inhibiteurs calciques, ça nous donne, bien sûr, des inhibitions des contractions utérines. L'hypertonie localisée de l'utérus, ça généralement un utérus qui se contracte par endroit et il y a des endroits où il n'y a pas de contraction, alors on aura un enchattement de ce placenta. L'accouchement prématuré, quand on a surtout des accouchements inférieurs à 32 semaines d'aménorrhée, là, généralement, le placenta, il reste dedans, d'accord? Et très très vite, le col se referme et on a un problème de rétention placentaire. Clinique et conduite à tenir. Bien sûr, cliniquement, il n'y a que la rétention totale qui n'est pas hémorragique parce que le placenta reste bien sûr collé. Même en absence de perte du sang, il y a indication à la délivrance artificielle après une attente de 30 minutes. Si au bout de 30 minutes, il n'y a pas de décollement du placenta, il faut aller essayer de le décoller. Le diagnostic des rétentions partielles, bien sûr, repose sur l'examen du délivre. Et la thérapeutique sur la révision utérine. Bien sûr, c'est quoi la révision utérine? C'est, bien sûr, il faut faire une anesthésie, il faut bien sûr se laver et tout mettre stérilement. Il faut nettoyer et aseptiser la vulve et le vagin, mettre des gants et aller dans l'utérus grâce à la main, aller essayer de décoller, bien sûr, le placenta comme ceci. À travers un bord du placenta, on essaye de progresser jusqu'à ramener tout le placenta. C'est ce qu'on appelle la délivrance artificielle et la révision utérine. Après avoir enlevé le placenta, on refait pour, bien sûr, réviser tout l'utérus, voir toutes les parois, est-ce qu'il n'y a pas une déchirure ou bien des membranes qui restent. Ça, bien sûr, c'est ce qu'il faut faire en cas de rétention maternelle, placentaire, pardon. Pour les hémorragies de la délivrance, on va le faire l'après-midi. Bien sûr, c'est des hémorragies d'origine utérine venant de l'aire d'insertion du placenta qui surviennent 24 heures qui suivent l'accouchement. D'accord? On a 24 heures, un délai de 24 heures pour parler d'hémorragie de la délivrance. Et bien sûr, la quantité, elle dépasse les 500 cc. L'après-midi, on va le voir. La troisième, bien sûr, anomalie que vous devez connaître, même si c'est rare, c'est l'inversion utérine. Bien sûr, c'est quoi l'inversion utérine? C'est l'invagination du fond utérin. Là, le placenta, il était au fond utérin et quand il s'est décollé, il y a eu une invagination de ce fond utérin. Bien sûr, euh, selon le degré, on a 4 degrés d'inversion. Selon le degré d'inversion de ce fond utérin. Bien sûr, elle est exceptionnelle heureusement, mais elle peut survenir spontanément, mais le plus souvent, conséquence d'une intervention destinée à accélérer. Généralement, c'est quand on tire sur le cordon ombilical et le placenta qui est encore vraiment collé. Là, en tirant, on va ramener le placenta et faire invaginer, bien sûr, le fond utérin. Bien sûr, c'est très très important parce que s'il y a une invagination, on aura une hémorragie cataclysmique. Le premier degré, c'est juste une simple dépression du fond utérin. D'accord? C'est comme ici. C'est juste
Là, c'est une vue d'en haut. Là, vous avez l'utérus, les annexes. Et là, on a le fond utérin qui est invaginé. D'accord? Alors, une inversion. Le deuxième degré, le fond dépasse l'orifice cervical mais reste en intravaginal. Là, d'accord? Déjà là, vous allez commencer à avoir une hémorragie cataclysmique parce que ça ne se rétracte plus. Et bien sûr, là où il était inséré le placenta va saigner abondamment. Non seulement ça ne va pas se rétracter et on n'aura pas de contraction. Le troisième degré, c'est vraiment très très grave. Le fond, il est hors de la vulve. Euh, c'est ici. Et le quatrième degré, vous avez même le vagin qui est sorti. Bien sûr, le quatrième degré, c'est comme ici, vous avez toute l'invagination de l'utérus. Et là, la partie où il y a eu l'insertion placentaire va saigner très abondamment. Et là, on a même les parois vaginales qui sont sorties. Et c'est très, très grave. C'est une urgence extrême qu'il faut réduire rapidement, sinon vous allez perdre votre patient. Bien sûr, cliniquement, ça dépend des degrés. On a généralement, premier degré, c'est des douleurs violentes et brutales. Les autres, on a aussi ajouté à ces douleurs-là une hémorragie d'abondance vraiment variable qui peut aller jusqu'à un état de choc, d'accord? Surtout pour le troisième, voire quatrième degré, on a une hémorragie qui est très, très importante, qui peut vraiment vous tuer la passion. L'inversion du premier degré se palpe, bien sûr, à la palpation, on voit à travers la paroi abdominale. C'est comme une dépression. Vous n'allez plus avoir un globe, mais un petit globe avec rapidement une dépression au milieu. Au deuxième degré, on le reconnaît surtout à l'examen sous valve. Vous allez voir que le fond, il est arrivé au niveau cervical. D'accord? Au-dessus, vous n'allez plus avoir de globe utérin. Au troisième degré, c'est facile à faire le diagnostic, c'est une catastrophe, d'accord? Vous allez constater l'utérus qui est sorti, ainsi que le quatrième degré. Le traitement, il faut savoir que c'est très très urgent, même au premier degré, il faut réduire très très rapidement, d'accord? Bien sûr, tout retard a pour conséquence d'aggraver l'état, voire une impossibilité de réduction et une nécrose utérine. Bien sûr, ça, c'est si la patiente ne décède pas. Si l'inversion est reconnue immédiatement, il faut faire une réduction manuelle, d'accord? Prendre, bien sûr, l'utérus et le faire entrer et on va garder comme ça le point, d'accord, pendant un bon moment. Entre-temps, il faut bien sûr injecter des ocytociques, voire l'idéal, c'est les prostaglandines pour permettre une rétraction et début de contraction pour que cet utérus-là reste en place. D'accord? On ne va pas avoir une récidive. Bien sûr, si c'est à partir du troisième degré, là, on n'aura pas vraiment un succès de cette manœuvre-là. Généralement, il faut faire une hystérectomie pour, bien sûr, sauver la patiente. Et je vous remercie. Il faut savoir qu'en conclusion, dans l'accouchement, il faut bien sûr avoir une mère avec son petit enfant et il faut éviter la mort de la femme. D'accord? Là, bien sûr, c'est pour la délivrance et l'après-midi, Inch'Allah, on va faire l'hémorragie, on va détailler l'hémorragie de la délivrance. Est-ce que vous avez des questions?